Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les élections américaines. Qui peut l'emporter? Qui est devant? Quand auront lieu les résultats? Et quelles pourraient être les réactions du marché en cas de victoire de l'un ou de l'autre? Allez, intro. Alors déjà, je viens de prendre 2 semaines de vacances, donc c'est le retour à la routine habituelle. Je répète que le principe de cette chaîne, c'est tout simplement de partager la routine d'un trader day to day. Et donc n'hésitez pas pour le coup à saluer l'initiative, vous abonner, mettre un like, éventuellement un commentaire d'encouragement. Je rappelle que vous pouvez vous affilier sur les liens de la chaîne via Blofin et que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation comprise, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants ayant des problèmes cardiaques dans des pays où il n'y a pas les infrastructures pour les opérer. On passe sur la vidéo, on commence par la partie technique, structure. Pour le moment, en 4 heures, on voit toujours cette très jolie tendance haussière qui n'a même pas été attaquée au travers de son creux ici lors de la dernière correction. Est-ce que ça pourrait être le cas? Personnellement, j'avais dit que je pensais que 67,5 allait tenir. Pour le moment, c'est à peu près ce qui semble être en train de se passer. On va attendre, je pense déjà, la confirmation d'une certaine manière de la cassure de cette distribution. Vous voyez ici qu'on a une petite distribution. On aura confirmation de cette cassure à peu près dans cette zone-là, mais déjà, si on prend les 70 000, ça serait une belle confirmation de structure de retournement. Et ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que c'est plutôt propre de ce côté-là. Hein. On avait dit rejet par ATH et consolidation. Personnellement, j'avais établi l'idée que potentiellement on pouvait tenir autour des 70 500 à peu près sur cette zone-là, venir faire une déviation en dessous, et que si jamais on perdait, donc ça je l'ai fait sur X pendant les vacances, si on perdait ce niveau, en revanche, ça serait 67,5 le niveau à vérifier. Donc je pense que on est pas mal. Ici, on voit tout simplement la distribution en place. Est-ce qu'elle va réussir à casser ou pas? C'est un petit peu ce que va nous donner potentiellement le momentum dans les prochaines heures ou à la suite des résultats. On pourrait consolider éventuellement jusqu'au résultat de l'élection. D'une certaine manière, en tout cas, on voit que cette petite zone ici, 1 heure, pourquoi on a visé cette zone 1 heure? Parce qu'il y a un très bon momentum à la hausse, parce que la structure, si elle reste haussière, doit protéger le creux qui est ici, d'accord? Et donc du coup, on est censé attaquer d'une certaine manière ce creux, mais sans pour autant l'enfoncer. Et en 1 heure, c'était effectivement l'endroit où on avait une forme de support sur cette zone, plus une petite zone de liquidité à venir chercher dans cette zone-là. Donc à partir du moment où les contrats ont été bouffés dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a mangé un petit peu le déséquilibre qui s'était fourni sur cette zone et on avait laissé rentrer ici un petit peu de monde en longue. À partir du moment où on revient rechercher ça, ce qu'on va essayer d'aller trouver, c'est une cassure de cette distribution. Pour le moment, on ne l'a pas. C'est-à-dire qu'on est toujours en tendance baissière stricto sensu. Encore une fois, sur le 4 heures, je vous montrais tout à l'heure la daily. Sur le 1 heure, on a un très joli support justement sur cette zone des 68 à peu près, avec petite déviation autour des 67,5. Donc voilà, concrètement, si vous deviez placer le support 1 heure, il serait quelque part par ici, je pense. Voilà. En 1 heure. D'accord. On passe sur la structure, on va aller chercher des choses un peu plus intéressantes éventuellement sur les histoires de dominance, etc. Sommes-nous proches d'une rotation vers les altes ou alors est-ce qu'elles vont continuer à se faire dérouiller dans ce contexte-là? Et puis ensuite, on ira voir un petit peu plus le fondamental. D'une certaine manière, on voit que la Bitcoin dominance n'est pas en reste, c'est-à-dire qu'elle a une très jolie accélération de momentum. Nous, on visait les 60% à partir du moment où vraiment on restait tout simplement dans ce canal et que aucune zone à la baisse, on va dire, n'était perdue. On visait les 60%. Pour le moment, on y est. Donc pour moi, ça tend à quand même s'approcher d'une forme de maximum au niveau de la dominance Bitcoin, entre guillemets. Il faut quand même que les stablecoins et les altcoins gardent une place, mais à ce stade, on n'a aucune confirmation que ça sera le cas et que effectivement Bitcoin va rejeter sur les 60%. C'était quelque chose qu'on visait un petit peu dans le même délire, si vous voulez, que ce creux ici et cette imbalance, le prix a accouché très fort ici. Devait d'une certaine manière être couvert, et là vous voyez qu'on attaque le sommet
qui doit protéger théoriquement le sommet suivant. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire qu'on restera ad vitam aeternam dans un range entre, ça veut dire que la Bitcoin dominance peut aller à 73% et qu'on resterait dans un range entre finalement 38, 39 et 75%. Personnellement, je pense qu'on va quand même privilégier l'idée que la dominance Bitcoin sur le fond et pour le moment déjà dans une compression, d'accord, mais que sur le fond elle reste quand même baissière au travers de cette idée d'adoption des stablecoins, apparition de apparition de la DeFi, apparition de cas d'usage, etc. sur les alts, et que donc du coup il faut quand même en termes de market cap que les alts gardent une certaine market cap, tout simplement. On voit ici également que 60% c'était à peu près la target de cette figure de retournement là. Donc voilà, pour moi ça reste plutôt propre ici pour commencer en tout cas à latéraliser. Dans tous les cas, si on devait regarder un facteur, enfin une indication que les altcoins vont commencer à prendre un petit peu du galon, ça serait Ethereum BTC. Là vous voyez que c'est pas du tout ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire que Ethereum contre Bitcoin reste littéralement en tendance baissière. On avait montré ici le 4 heures qui était en cours juste avant que je parte en vacances. Et vous voyez qu'il a été enfoncé assez violemment et perdu. Donc à ce stade, on va tout simplement juste décaler ce 4 heures ici, mais on n'a aucun signe de retournement de la dominance d'Ether, ou en tout cas du fait que Ether peut tenir, si ce n'est un support, un petit peu sur le même principe que ce qu'on avait là. Donc la tendance reste baissière dans ce cadre-là. La seule chose éventuelle qu'on a, c'est qu'on avait un momentum de cette tendance qui ici était vraiment très fort, vous le voyez, et que eh bien il a eu tendance à se calmer. Donc je viserais bien ici, étant donné qu'on est sur support, un retour sur un Ether contre BTC autour des 0,40. Vous le voyez ici qu'il y a une petite zone de rejet potentielle. À minima, voilà, jouer ça. Si en revanche on vient à casser ça, on peut très bien viser le point pivot, c'est-à-dire entre cette distribution et celle-ci, vous avez un point commun qui se trouve à peu près autour des 53, qui peut relativement être visé. J'entends ici bien sûr pour un trade en swing ou en position, c'est-à-dire sur une time frame assez haute. Vous comprenez ici qu'on regarde le 4 heures, mais globalement, ce qu'on est en train de regarder, c'est plus du daily / weekly. Donc pour le moment, on est toujours dans ce canal baissier ici sur Ether contre Bitcoin. Est-ce que c'est nécessairement un point où Ether peut se relever ? Si on regarde dans le passé, et donc là je me mets en weekly, on voit que d'une certaine manière, il y a une forme de trend à chaque bear market pour Ether à venir revisiter. Vous le voyez ici, la trend verte, et qu'on n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'à ce stade, alors c'est difficile de donner un chiffre exact, mais si on devait se baser sur ce qu'on a vu par le passé, vous voyez que ça s'aligne pas trop mal. On est à peu près dans la zone la zone actuelle et potentiellement avec une petite déviation autour des 0,35 ici, vous le voyez, si on devait venir faire un bisou à cette ligne. Maintenant, pour le moment, bon, vous comprenez que on regarde ici des choses en weekly, donc c'est un petit peu comme voilà, avoir il y a une zone de tolérance qu'il faut avoir, je pense. Et Ether est venu quand même faire un tour dans sa zone premium, c'est-à-dire que il a retracé très largement 50% de la hausse précédente. À ce stade et pour le moment, on voit un petit peu la même chose, je dirais, que sur la dominance Bitcoin, c'est que Ether contre BTC sur le très long terme, j'entends ici depuis 2015, est dans une forme de compression. Il a atteint le bas de sa compression. Est-ce qu'il va nous performer tout simplement une tendance baissière, c'est-à-dire vraiment nous donner une baisse avec un Bitcoin qui va effectivement aux 73-74% de dominance, un Ether qui descendrait sur la zone des 8-10, admettons, ou alors, eh bien, est-ce que c'est la fin est-ce qu'on est sur le bas de cette compression, et est-ce qu'on va enfin refaire un tour, vous le voyez ici sur la zone des 0,60. Personnellement, je pencherais plutôt pour continuation de la compression et donc rebond d'Ether sur à peu près cette zone. Maintenant, sur Ether BTC, j'ai eu des calls qui étaient pas nécessairement très bons, donc du coup j'ai tendance bien sûr à me méfier. Je voyais quand même Ether reprendre un petit peu de dominance vu le contexte. On avait quand même dit que
suite à un pivot de la Fed, vous avez en général une période de 30 à 60 jours où les alts vont commencer à morfler. On arrive potentiellement à la fin de cette période. Quel pourrait être le signal qu'Ether BTC va se remettre? C'est tout simplement un reverse de la tendance et une structure de retournement. Et pour le moment, spoiler alert, on n'en a pas du tout, d'accord. À part la cassure de ce momentum baissier qui était très, très fort et éventuellement revenir recasser quelque chose dans cette zone-là, puisque même le rouge, ici, vous le voyez, est quand même relativement puissant et énervé par rapport à ce qu'on pourrait avoir même dans la conso. D'une certaine manière, on a quand même vu dans cette fameuse compression, à la fois du mouvement impulsif vers le haut, on le voit ici, comme ceci, et à la fois du mouvement quand même relativement impulsif également vers le bas. Ici, mouvement impulsif vers le haut, ici, grosse consolidation, on va dire, sur une forme de range qui peut se baser comme ça, perte du range, on le reteste, et pour le moment, on revient tester la vallée qui est ici. Donc à ce stade, je pencherais personnellement, bien évidemment, plutôt pour un Ether qui se maintient sur ces zones-là par rapport à BTC. J'entends, il ne faut pas confondre Ether contre USDT et Ether contre BTC. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un BTC qui corrige et un Ether qui corrige, mais un Ether qui corrige moins. Ether contre le dollar, pour le moment, c'est un petit peu la même idée. Là où Bitcoin, finalement, lui, est en train de nous donner une structure qui fait ça, ici, d'accord, et où on est là, en fait, au-dessus de ça, Ether est complètement aux fraises, et en dessous de sa conso. La structure de fond, j'ai envie de dire, la structure de fond, elle reste d'une certaine manière haussière, on la voit ici, comme ceci, d'accord, contre le dollar, j'entends, et on ne perd pas de creux majeur. Le creux majeur, ça serait perdre les $1 500, et pour le moment, on n'y est pas. On est revenu visiter plutôt un support intermédiaire, vous le voyez ici, dans la zone des 2157. C'était quelque chose qu'on avait avancé quand Ether s'est mis à corriger assez violemment. Et d'une certaine manière, quand on regarde la structure de manière un petit peu plus, là on est en weekly, de manière un petit peu plus précise, on voit que pour le moment, le range se situe entre 2750 et 2150. On est revenu, quand il y a eu un petit peu de momentum, là, ces derniers jours, on est revenu revisiter à peu près les 2007, donc c'est propre. Est-ce que dorénavant, on a cette structure de retournement ici sur la zone actuelle, c'est-à-dire que la structure ici se positionne comme un triangle, vous le voyez ici, ou alors est-ce qu'on reste dans cette structure paralléloïde? Les deux sont jouables, j'aurais quand même plutôt tendance à dire que en général, dans ces choses-là, on joue un range, mais également que des trades de position sur Ethereum sur les zones actuelles sont prenables. C'est-à-dire que moi j'avais annoncé sur un tweet 2380 en correction parce que c'était un endroit où on avait un joli support et une belle zone de liquidité à venir prendre. On avait également cette fameuse droite rouge que vous voyez là qui tient quand même le mouvement. Sur Ether, la seule chose dont on peut se dire qu'éventuellement elle peut nous donner cette fameuse structure de retournement, c'est tout simplement la prise des 2750 avec un très joli, vous le voyez, triangle ascendant ici, 1, 2, 3, 4, 5. Pour le moment, on tient le momentum et ensuite on vient péter les 2750. Je pense que beaucoup de choses se tiendront là-dedans dans les résultats des élections, bien sûr. C'est-à-dire que dans les résultats des élections, vous aurez éventuellement un marché qui passe un petit peu plus risk-on. Quand on regarde la dominance, en tout cas, on voit qu'Ether est également sur support. Je parle de l'Ether dominance ici, bien sûr. Et on va regarder ici l'altcoin dominance qui, elle, pour le coup, est complètement aux fraises. Sous-entendu, vous avez eu un mouvement qui a principalement privilégié à Bitcoin, à la perte ici de ce momentum à la hausse, où vous aviez un range finalement entre les 19 et les 21% de dominance, et ça depuis juin 2024. On a fait un retour bas de range, d'accord? Donc en soi, on a un marché qui a eu tendance à se défausser du risque, tout simplement parce que les résultats des élections ne sont pas donnés pour sûr. On va passer sur on va aller sur le fondamental ici, et je pense que ça va être du coup un des aspects intéressants, parce que je le rappelle, les résultats sont demain dans la nuit, et que ça va quand même fortement impacter le marché de la crypto, j'entends, sur les prochains mois.
Ce qu'on peut se dire éventuellement ici, bon, bah, c'est que l'altcoin dominance, hein, c'est ce qu'on regarde ici, hein, on regarde quels sont les alts, quel est le poids des alts par rapport à Bitcoin, Ethereum et les stablecoins. Hein. On voit ici qu'il est autour des 19%, donc vous avez des alts qui ont largement morflé. Eh bien, on a eu une accélération du momentum là aussi, et que si jamais en revanche on en vient à casser la distribution en cours actuelle, comme ceci, bah, à ce moment-là, on sera sur un retour haut de range et peut-être une cassure de la structure vers le haut. En tout cas, on a des alts qui morflent. On est venu chercher ici l'imbalance qui était donc la price delivery, hein, le fait que le prix avait délivré très fort. On est venu la chercher. S'il doit y avoir une structure de retournement, là pour le coup, on n'est pas sur un triangle ascendant, mais plutôt sur un range, étant donné qu'on en a retouché à nouveau le bas. Donc, on a des alts qui ont très largement déleveragé ce qu'elles avaient pu avoir sur cette montée-là. Et pour le coup, à la perte de ce momentum-ci, ici, hein, c'était le 18 octobre, et ben on a des alts qui ont très largement morflé. Même chose, hein, même idée, si jamais on arrive à casser cette zone-là, on peut estimer que assez facilement on reviendra revisiter celle-ci, donc les 19,8%, et éventuellement assez facilement venir couvrir le point pivot qui est ici entre ces deux distributions, ces deux trends de distribution. À ce stade et pour le moment, attention, parce que si on en venait à perdre le support, ici, bah on aurait eu quoi? On aurait eu finalement une déviation du range vers le haut, hein, vous le voyez ici, et on aura désormais notre déviation du range vers le bas. Également, et c'est quelque chose dont on avait beaucoup parlé, en cas soit de victoire de Harris, soit tout simplement, je sais pas, de contestation du vote des élections, par exemple, d'États-Unis qui rentrent dans une forme d'insurrection, parce que ça reste possible, les modes de scrutin sont extrêmement contestés, il y a beaucoup d'Américains qui pensent qu'il va y avoir un recours à la violence. Là on aurait des alts, que ça soit ça ou un autre signe noir, hein, ou autre chose qui pourrait intervenir dans cette zone-là, on aurait des alts qui pourraient se diriger vers les 12%. Donc globalement, vous l'avez vu, une Bitcoin dominance qui a une possibilité d'aller à 73, personnellement j'y crois pas trop, mais c'est possible. Du coup ça laisserait assez peu de place aux altcoins, sous-entendu une douzaine de pourcents, d'accord. On a de toute façon, on va dire des stablecoins, donc là vous le voyez qu'on est à 85, une Ether dominance qui se dirigerait plutôt vers les 8, d'accord, et globalement des stablecoins qui prendraient le reste de la place. Autour des 7% actuellement sur la stablecoin dominance, donc c'est des choses sur lesquelles pour l'instant il n'y a absolument aucun signe de retournement, j'ai envie de dire majeur, vers les alts. Il se peut que des trades de position, encore une fois, soient indiqués. Maintenant, sur les tailles de position que vous pouvez engager sur ce type de scénario-là, il va falloir être extrêmement prudent, puisque, encore une fois, on est sur un petit peu, pas un pile ou face, mais un scénario à double face, en tout cas, sur lequel les alts peuvent très largement venir corriger plus, et Ether de même. Donc, ça se joue. Mais ça se joue avec des petites tailles de position, c'est pas la peine de flamber là-dessus, de jouer la maison sur ce genre de choses. Sur la stablecoin dominance, ici on le voit, structure qui est baissière sur le fond, ressemble un petit peu à l'inverse de Bitcoin, hein, d'une certaine manière, mais vous voyez que les stablecoins, quand ils sont burn, quand on brûle du stablecoin, ça ne va pas dans les altcoins, ça ne va pas dans Ether, mais ça a tendance plutôt quand même à aller sur Bitcoin, les ETF notamment, etc. Bon, alors là, c'est pas forcément des choses qu'on regarde sur les ETF. Ce que je remarque ici, c'est que la stablecoin dominance est en tendance pour le coup, elle, haussière, d'accord, et qu'on n'a pas perdu le creux majeur. La vraie structure de retournement, alors il y en a une petite ici quand même. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, on fait un plus haut, mais on ne fait pas de nouveau plus bas. Donc attention, si on casse la distribution en cours ici sur la stablecoin dominance, le risque c'est de revenir sur le haut, c'est-à-dire à peu près 8-9% de dominance pour les stablecoins. Et en revanche, si on continue la tendance baissière du moment, je dirais la 4 heures, bah à ce moment-là, on aura une structure de stablecoin dominance qui peut aller aux 3-4%. Le marché est extrêmement indécis et ça m'amène bien évidemment au fondamental. On va passer ici sur tout ce que j'ai retweeté sur Twitch les deux dernières semaines, mais d'une certaine manière, n'hésitez pas à venir vous abonner également sur Twitch, sur Twitter, pardon. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne Crypto Signal FR. Et je le rappelle, tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors, le fondamental, on va surtout se baser sur les élections.
On a, sur les paris, c'est-à-dire Polymarket, on a Trump qui est plutôt devant Harris, hein, 57-43, et là on a de l'argent en jeu, donc on estime que c'est quand même un indicateur assez intéressant. Il y a des grosses baleines qui ont joué ces niveaux-là, donc c'est ce que j'avais tweeté il y a de ça une semaine ou deux. On a tendance quand même à moins, comme c'est un indicateur qui peut être éventuellement manipulé, on a tendance quand même à moins faire confiance peut-être Polymarket que d'autres, parce qu'il est facilement manipulable. Sous-entendu, je place un gros pari que Trump va gagner, et derrière je me hedge avec par exemple un short sur BTC ou ce genre de choses. Donc ça c'est tout à fait jouable, étant donné qu'encore une fois il y a de l'argent en jeu. Du coup je suis gagnant à peu près dans les deux sens, et c'est mon argent qui fait bouger les marchés, puisque on a vu que CNN commençait à s'intéresser à Polymarket, commençait à s'intéresser à ces indicateurs de paris là. Mais toujours est-il que pour l'instant on a Donald Trump qui est devant. À quelle heure auront lieu les résultats ? D'une certaine manière, ça va commencer à sortir autour de 1h du matin demain soir, hein, donc demain mardi, et on aura le résultat entre guillemets final à peu près vers 4-5 heures du matin, donc dans la nuit de demain. Le résultat final sera probablement contesté, c'est-à-dire que les modes de scrutin ici, il y a déjà eu énormément de recours qui ont été déposés, etc. Et donc on ne saura vraiment le résultat officiel que par les tribunaux, ça c'est une certitude. Quand on regarde finalement les sondages, pour le coup, on a Trump et Harris qui sont littéralement au coude à coude sur, on va dire, les sondages sur la totalité des Américains. Maintenant, le mode de scrutin aux États-Unis est légèrement différent d'une autre, c'est-à-dire que c'est un suffrage universel indirect. Vous allez voter pour des grands électeurs qui eux-mêmes iront voter pour le président, et ça, je crois que c'est en décembre ou quelque chose comme ça. C'est très rare que les grands électeurs, enfin c'est très rare, ça n'arrive jamais que les grands électeurs aillent voter contre leur choix initial, c'est-à-dire si je suis républicain, je vote pour Trump, si je suis démocrate, je vote pour Harris, quoi qu'il arrive, d'accord ? Donc en soi, on aura quand même ici un résultat, si les États sont gagnés par l'un ou l'autre, on aura quand même un résultat qui sera fiable. Hors tribunaux, c'est-à-dire hors recours des tribunaux qui soient acceptés, en général ils sont refusés, mais hors tribunaux, oui, et hors gros pivot des grands électeurs, ce qui, je pense, n'arriverait pas. Il faut bien comprendre également que ce suffrage universel indirect veut dire que vous pouvez avoir plus de votes pour les démocrates au suffrage du nombre de votants, c'est-à-dire que c'était arrivé, je pense, au moment de Hillary Clinton, justement, qui avait plus de votes, mais dans les États qui généralement sont incertains, aux États-Unis, vous avez généralement toute la Bible Belt, le Texas, etc., qui va être plutôt républicain, et toutes les parties côtières qui vont être plutôt démocrates. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les swing states. Les swing states sont les États dans lesquels parfois on vote démocrate, parfois on vote républicain, tout simplement. Donc et à la fin, on fait le compte tout simplement du nombre d'États qui ont voté pour un tel ou un tel. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'enjeu est principalement basé sur les swing states, c'est-à-dire les États qui n'ont pas nécessairement d'appartenance politique, historique à un parti ou à un autre. L'enjeu primordial, bien sûr, reste de gagner dans ses propres États. Voilà, pour Harris, New York, la Californie, etc., ce genre de choses. Et puis, derrière, on a un enjeu qui est relativement énorme, qui est tout simplement d'aller gagner les swing states. Et c'est ça qui fait l'élection d'un président. Donc, il se peut que Harris soit devant ou qu'il soit au coude à coude, mais que les swing states soient plutôt gagnés par l'un ou par l'autre. Dernièrement, on a eu un joli élan pour Kamala Harris. C'est une ou deux dernières semaines, il y a eu pas mal d'élan, de momentum pour elle, dans son sens à elle. Et en même temps, on a également des sondages dans les swing states qui donnent Trump avec une légère avance. Personnellement, si j'avais un scénario privilégié, ça serait plutôt une victoire de Trump. Maintenant, encore une fois, on voit que je vous ai montré ici toute la partie un peu indécise, etc. Voilà, toutes les choses qui, éventuellement, pourraient pencher dans un sens ou dans l'autre. Il faut bien comprendre que
Trump a plutôt fait sa campagne sur l'économie, l'immigration principalement, et Harris a plutôt fait sa campagne sur la préservation des droits, l'avortement, ce genre de choses, etc. C'était une trash campagne quand même, il y a eu vraiment beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été extrêmement trash. Et on va dire sur la partie quand même médias, les médias sont quand même plutôt favorables à Kamala Harris d'une manière générale, on peut quand même le sentir. Voilà pour le fondamental, on va pas pousser plus loin, on a loupé, parce que j'ai pris des vacances encore une fois, je suis parti dans les pays de l'Est pendant 2 semaines, on a loupé quelques petites choses en ce qui concerne les datas économiques, il y a eu finalement des bons earnings pour les grosses, donc tout ce qui a été publié en termes de earnings a été plutôt pas mal, et puis voilà, on va regarder le calendrier économique de la semaine quand même. On aura le PMI, mais c'est pas extrêmement intéressant. Et par contre, le 7 également, donc suite aux élections, on aura la décision, le meeting du FOMC et la décision de Powell en ce qui concerne une continuation, toujours à 50 points de base ou non, sur le même rythme que ce qu'il a commencé. D'une certaine manière, pour le moment, on voit que le marché tablerait plutôt. Alors on était à 55, je m'en pose une petite seconde pour pas vous dire de conneries. Oui, donc on a un marché qui table à 98% pour donc le 7 novembre, le prochain FOMC. Ça, ce sont des sondages, bien évidemment, qui table à 98% pour une baisse de plutôt 25 points de base. Donc une diminution du momentum avec lequel Powell va venir baisser les taux. Si jamais du coup il nous donne 50, ça serait plutôt une bonne nouvelle. S'il nous donne 0, donc on stoppe et on attend, à ce moment-là, ça serait plutôt une mauvaise nouvelle. Mais le consensus du marché serait plutôt autour des 25 points de base pour la baisse des taux d'intérêt directeurs au niveau de la Fed. On passe sur les liquidations, donc quel est le sentiment sur le marché et où est-ce que se trouve finalement le pognon. Ici, vous voyez, on a liquidé, et ça c'est intéressant, principalement du long sur les altcoins qui ont pas mal dérouillé, et finalement sur BTC et Ethereum, principalement du short. Vous voyez qu'ici la map est rouge. On a liquidé 229 millions, c'est plutôt forçu sur les dernières 24 heures, avec en short uniquement 87 millions et 142 millions. Donc on a des alts qui sont en train de purger sur leur trade respectif, et finalement un Ether et un BTC qui se maintiennent pas trop mal et viennent plutôt chercher du short. Le carnet d'ordre au spot. Alors, on avait une belle zone d'ordre à l'achat ici sur les 67 000, vous voyez qu'ils se sont ravisés, peut-être qu'ils se sont faxés un petit peu plus haut, et on a une belle zone de vente sur les 70 globalement. Assez peu d'ordre entre les deux, c'est-à-dire ça pourrait être assez facile de monter à 69,5, tout comme de descendre jusqu'aux premiers ordres, ici vous le voyez jusqu'à 68. Si on dézoome un petit peu, on a quand même de l'intérêt à l'achat, je trouve, plus que de l'intérêt à la vente. Maintenant, pour le moment, on est en consolidation, mais ça peut vouloir dire, vous voyez qu'ici on achète par paquet de 150 bitcoins, donc ça peut vouloir dire que c'est relativement intéressant. Un joli petit mur autour des 66. On passe sur les marchés en levier. Vous voyez ici, toutes ces zones en short ont été prises, ainsi que les zones en longue. On n'a pas fait de vidéo depuis 2 semaines, donc on va principalement quand même se baser sur la structure. Vous voyez un joli potentiel trade insider ici, puisque vous le voyez ici, ça nous emmène le funding ici dans le négatif. Donc on a du short au-dessus de la structure, très légèrement. Et globalement, on a bien nettoyé l'open interest. Vous voyez ici qu'on était à 17 milliards et on est descendu 2,5 milliards plus bas au travers de cette consolidation. On a eu des spreads qui sont passés positifs et qui sont désormais repassés négatifs. Un CDV des spots qui est pas très joli. En tout cas, on vient resetter ce qu'on avait entamé ici depuis les 66. C'est-à-dire que ici, le marché se reprend pas mal et vient quand même déleverager un petit peu sa manière d'être. Ce que je peux voir également, c'est que finalement j'ai un prix qui descend, un funding qui descend, mais pas plus que ça. Vous voyez ici que depuis ce moment-là, on devrait avoir un funding qui lui diminue, donc ça veut dire qu'à chaque plus bas, eh bien, on est reshorté. Je ferai les points de manière plus précise avant la vidéo de demain, c'est-à-dire qu'on reprendra tout simplement tout ce qui s'est passé sur les 2 dernières semaines.
Mais globalement, d'une manière générale, je trouve que ce deleveraging est plutôt propre et qu'on atteint des zones qui commencent à être intéressantes. On va voir si c'est le cas sur iBlock. Sur iBlock, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur la semaine, on est pas mal nettoyé et qu'effectivement, vous le voyez à chaque creux, à chaque descente, il y a des gens qui retentent de tout simplement longuer le bottom. Sur cette descente, est-ce qu'on a accumulé énormément de shorts? Oui, il y a une belle zone ici, je trouve, juste sur les 72, qui pourrait être intéressante, et je parle ici sur une time frame 5 jours, hein, là on regarde que 5 jours en arrière, et effectivement, on a un petit peu de long sous la structure. Vous voyez ici qu'on a bien corrigé ce qui était au milieu. Il y a une petite poche de liquidité en dessous, donc attention à ça, on pourrait venir chercher sous 67,5. Pour moi, pas énormément d'intérêt de le faire, mais c'est tout à fait possible. Il y a de la liquidité dans cette zone, donc c'est tout à fait possible qu'on y aille. On va se concentrer sur Bitcoin, pas trop sur Ethereum, mais en tout cas, vous voyez que sur Ethereum, c'est à peu près la même logique, sauf qu'on a très peu de longues ici et qu'ils ont été pris dans cette zone-là. On se concentre sur Bitcoin encore une fois. La One Week est plutôt nettoyée dans sa partie chaude, entre guillemets, là où il y avait beaucoup de liquidations à prendre, c'est-à-dire 68,5, ça a été pris. Attention, parce si on continue à larver sur zone ici, à larver j'entends, à ranger un peu, à larver sur zone, on est en train de créer les conditions d'une poche de liquidité juste en dessous, c'est-à-dire plutôt un retour sur la zone des 66,5, 66, en tout cas sur la 7 jours, c'est assez flagrant. Et par contre, on a enclenché effectivement du short, c'est normal sur cette structure, puisqu'elle n'a pas pris ses plus hauts, donc du coup, ça pourrait être intéressant éventuellement de venir également péter la TH et aller au 75. Je pense que pour le moment, on a un marché qui va être peut-être en attente, sauf si on découvre que Peanut l'écureuil a ressuscité ou qu'il a été que Kamala Harris est allé le sauver dans sa... je sais pas si vous avez suivi l'histoire complètement débile de Peanut l'écureuil, mais voilà. Ce qu'on regarde ici, on va vite fait faire un tour sur la 3 mois. Pourquoi ça? Parce que on veut savoir où sont les traders de position potentiellement. Et là, vous voyez qu'on a du monde au 65. Ça sous-entendrait que sur 3 mois, si on vient chercher tous les traders de position, ça serait un passage sous les 64-65 qui pourrait être intéressant. Donc ça tient à la consolidation qu'on a faite depuis le 23 octobre. Et ça reste quand même intéressant à regarder. Encore une fois, 23 octobre, c'est quasiment même pas du trader de position, c'est plus du trader quasiment de swing en fait. Et même chose ici, voilà, on voit très bien cette zone des 65 qui commence à être dans le jaune. Étant donné qu'on a short squeezé tout ça, vous comprenez, on se demande qu'est-ce qui nous reste entre les deux. C'est-à-dire à partir du moment où on est allé à la TH, on a eu rejet, on a un sentiment qui est shorter certes, mais c'est pas non plus incroyablement shorter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite correction à venir chercher autour des 64-65, c'est-à-dire un peu plus bas que ce qu'on avait prévu, pour éventuellement littéralement flusher le marché et là repartir sur des bases un petit peu plus saines. Personnellement, et ça sera la conclusion de cette vidéo, je pense que si Harris venait à être élu, on aurait une correction plus substantielle, puisqu'on a eu un rallye autour de Trump quand même, il faut pas se le cacher, que Trump est pro-crypto, et que donc du coup, si Harris venait à être élu, je viserais plutôt cette zone-là, la zone des 54-55, c'est-à-dire que finalement, on reste dans un range relativement interminable. À vérifier, selon ces déclarations, mais globalement, ça serait quand même plutôt quelque chose comme ça qui serait intéressant. Et si Trump est élu, en revanche, on pourrait avoir une jolie bougie ici, et puis ensuite une distribution, le fameux sell de news, pour éventuellement revenir retester par exemple 62, et ensuite casser effectivement cette zone-là. Je verrais bien les choses se mettre en place comme ça, c'est-à-dire, encore une fois, voilà, Trump autour des 80, ici, si élection, avec une bougie assez péchue, et si élection de Harris, une descente un peu plus larvée, mais qui viendrait chercher cette liquidité-là, qui est encore en place, encore une fois, c'est quelque chose de relativement intéressant. Dans quel cas, on viendrait chercher 65? Pour moi, si on le fait, c'est juste avant les élections. C'est-à-dire que si vraiment on doit venir prendre 65, il faut bien comprendre ici que, du coup, je vais vous tirer ça, hop, comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, venir chercher 65 pourrait éventuellement se faire. Donc on l'a dit, on a de la liquidité sous 65. Ce qu'on regarde en fait ici, d'une certaine manière, c'est le level qui est ici, finalement un support daily, à peu près dans cette zone-là. Est-ce qu'on va avoir besoin de passer sous cette structure? Pardon. C'est-à-dire de venir purger sous cette fameuse structure. Encore une fois, le support daily il est à peu près par ici. Là, il faut comprendre que quand on parle de support daily, ça veut dire support daily,
ça veut pas dire qu'on va rebondir nécessairement dessus et repartir, d'accord. Ça veut dire que on fait une mèche en dessous, très exactement comme ça s'est fait par le passé, d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait une ouverture et une clôture, un corps de bougie entier en daily sous ce niveau. Donc le nouveau support daily, j'entends par là, est plutôt autour des 67, avec une possible déviation à 65, par exemple par ici. Et si on maintient le momentum, hein, c'est ça que j'aurais tendance à regarder, si vous voulez un signal plus rapide, est-ce qu'il faut sortir de trade, par exemple, si vous êtes dedans ou pas? J'aurais tendance à dire que ce momentum-là, si on ne veut pas aller beaucoup plus bas que 67, doit nécessairement être maintenu. Donc, bon signal, cassure de momentum de cette baisse. Signal moyen, maintenir le momentum depuis cette hausse, c'est-à-dire finalement cette structure-là, et venir protéger ce creux-là. Pour l'instant, sincèrement, j'aurais plutôt tendance à dire, moi, que dans le scénario idéal, on est sur une fin de cette correction et on se reprend aujourd'hui. C'est-à-dire, pas forcément de visite des 65 en ce qui me concerne. Maintenant, ça reste possible. Donc du coup, soit vous décidez de purger vos positions ici, de dérisquer. Moi, c'est ce que j'ai fait sur l'ATH. C'était une zone de rejet relativement intéressante. Et d'une certaine manière, mon trade n'avait pas vocation à aller énormément plus haut. J'ai laissé du runner venir chercher les 100 000 $, les 100, même 148 000 sur ce trade en particulier. Maintenant, ça reste du runner, c'est-à-dire ça reste de la position qui est totalement en risque et qui de toute façon est gagnante sur le fond, quoi qu'il arrive, y compris si le reste de ma position venait à être... Sous-entendu, le stop venait à être pris. Je ne sais plus où on avait ouvert, mais je crois qu'on avait ouvert sur la zone des 60 à peu près, ici dans cette zone. Bah, pour le coup, même si on revenait à 60 et qu'on allait en dessous, le reste de la position serait liquidé. Mais voilà. Attention aux faux amis, je dirais. C'est-à-dire que si demain Harris est élu, ne sautez pas sur le bouton short, parce que ça risque de se faire, si ça se fait, hein, parce que j'ai aucune certitude de ça, c'est plutôt un sentiment, encore une fois, mais d'une manière plutôt larvée, avec des short squeeze sur la route, etc., et avec des possibles rebonds. C'est-à-dire que si on entre dans une distribution élection de Harris, ce serait peut-être quelque chose qui aurait ce genre de tête-là. Sur le long terme, d'une manière générale, et sur le fondamental de Bitcoin, que ça soit Trump ou Harris, les États ne vont pas arrêter d'imprimer et protéger... Enfin, l'argent n'a pas encore été digitalisé, hein, c'est des choses dont j'ai pas mal parlé sur la chaîne également, mais il n'y a pas eu de transformation fondamentale de l'argent. Personnellement, je reviens d'un trip dans les pays de l'Est. J'ai fait Budapest, Vienne et Prague, et en fait j'ai dépensé une fortune, ne serait-ce qu'en frais Visa, si vous voulez, alors que j'aurais en soi eu la possibilité de payer en stablecoin dans les pays directement, et ça aurait été sans frais pour le commerçant, et ça aurait été sans frais pour moi. On aurait tous les deux gagné plus d'argent, économisé de l'argent, en se passant d'un tiers de confiance, et donc voilà, c'est des choses qui pourraient potentiellement se mettre en place petit à petit, également au travers d'une monnaie qui, commence à être politiquement utilisée. C'est-à-dire que les sanctions utilisent le versant financier des sanctions, et que donc du coup, bien évidemment, ce contournement est extrêmement intéressant. Donc pour moi, on est dans une période extrêmement intéressante où Bitcoin s'institutionnalise, Bitcoin et également la crypto d'une manière générale, et où également on peut voir que c'est un véritable besoin également. Le code comme tiers de confiance répond à un véritable besoin, et ça, certaines personnes l'ont compris, d'autres l'ont moins compris, mais c'est une certitude. Donc sur le fond, quel que soit, j'entends sur le très long terme, quels que soient les résultats de l'élection, il reste... Bitcoin et les cryptos ont énormément de place à prendre si jamais on leur laisse tout simplement prendre cette place, et les signaux quand même du marché dans leur globalité sont quand même plutôt dans l'idée que les autorités vont laisser faire et embrasser ces modes de paiement qui permettent de se passer d'un tiers de confiance, tout simplement parce que il y va de la compétitivité de leur pays. Je mets l'Europe ici à part, hein, puisque on est plutôt sur ici accrocher des bouchons en plastique directement aux bouteilles que autre chose du côté de l'Europe.
Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en vidéo, etc. Donc si on devait partir, personnellement, moi en ce qui me concerne, sur un scénario privilégié, eh bien c'est, maintenant qu'on a fait ce flush, maintenir la structure et venir prendre la TH tout de suite. Est-ce que ça va se faire sur l'élection ou aujourd'hui dans la journée? Pour le moment, j'en ai aucune idée, mais je dirais plutôt sur l'élection. J'aurais plutôt tendance à dire que, pour moi, du sentiment, et encore une fois, c'est énormément du sentiment, Trump va être élu et non pas Harris. Maintenant, encore une fois, tout est possible. Je pense que les démocrates n'ont pas dit leur dernier mot. Personnellement, c'est pas que je m'en fous, mais c'est que ça m'appartient tout simplement, mes visions par rapport à tout cela. Maintenant, si on devait prêcher pour la paroisse crypto, une élection de Trump serait bien meilleure. Sous-entendu, prêcher pour la paroisse égale plutôt parler de la République de chez moi, entre guillemets, et avoir une vision de cette élection qui est plutôt tout simplement qu'est-ce qui serait bénéfique ou non pour nous. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, quel est votre moyen de locomotion préféré? Est-ce que c'est plutôt, vraiment une question qui me traverse comme ça l'esprit, plutôt Harley-Davidson, plutôt trottinette, plutôt voiture, plutôt marche à pied, plutôt vélo? Voilà, quelle est la manière dont vous vous déplacez qui vous sied à merveille. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, et voilà, à très bientôt, ciao ciao.